Dernièrement, j'ai un peu remis le nez dans la série des Jason Bourne. C'est un petit peu la faute à Paddy Considine, pour des raisons que vous devinez probablement. Et là, un truc m'a frappé. Alors voyons l'action au ralenti. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jason Bourne est un agent secret amnésique poursuivi par un passé dont il se trouve détaché par la force des choses. Et celui-ci le rattrape un peu trop souvent. Bourne est super compétent dans son domaine, qui consiste essentiellement à désindier des gens et à survivre contre vents et marées. Mais il est aussi super abîmé par ce qu'il a vécu, fait, subi. Il passe son temps à courir et à se défendre. Par ailleurs, la série des films se trouve décalée par rapport au livre dont elle est adaptée, ce qui est aussi le cas dans l'adaptation en bande dessinée des romans, curieusement titrés 13. Non, je déconne, Van Hamme dit qu'il ne l'a pas fait exprès. Et pourquoi pas d'ailleurs, si ça se trouve il a raison, ou alors il a oublié. En tout cas, les romans de Ludlum s'ancrent, au départ, dans la réalité des années 70, et l'un des antagonistes n'est autre que le célèbre terroriste Carlos. Non, pas ce Carlos-là, l'autre. L'ambiance ici, ce sont les barbouzeries du post-11 septembre, ce moment où le monde a basculé dans la paranoïa et où la question d'une guerre sans limite s'est posée. En parallèle de Bourne, à la même époque, on a un autre JB, non pas James Bond, mais Jack Bauer, qui répond à cette problématique en s'affranchissant des règles au nom de l'efficacité, sans d'ailleurs se soucier des conséquences pour lui-même, pour son entourage et pour le monde en général. Dans Jason Bourne, le discours est différent. Il se rapproche de celui des 3 jours du Condor. La démocratie ne peut se permettre de faire n'importe quoi, sous peine de se dénaturer et de se déshonorer. Mais il y a toujours des forces à l'œuvre qui sont prêtes à en trahir les fondements sous prétexte de la sauver. Dans ces films, il s'agit donc de déglamouriser les services secrets, d'en montrer le caractère intrusif et toxique, avec la surveillance généralisée et surtout les arrangements mortels, toutes ces éliminations plus ou moins discrètes et pas forcément autorisées. Ce pouvoir exorbitant et discrétionnaire est attribué en dehors, on l'espère, des circuits normaux de l'État. Sinon, cela signifierait la fin de l'État de droit et l'embrigadement croissant de la société, sa militarisation graduelle. Bref, ce genre de série parle de son époque. Mais donc, les antagonistes de Bourne, qui sont-ils? On a de vieux messieurs bien au chaud dans leur bureau, qui y prennent des décisions et envoient les jeunes au casse-pipe. Et quand ces jeunes se rebellent, on en envoie d'autres les plomber. En cela, on s'aperçoit qu'en un siècle, on n'a pas progressé d'un poil depuis les fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Les auteurs des films ont décalé la nature de la menace. Comme dans bien des récits d'espionnage modernes, l'ennemi extérieur n'est plus qu'un prétexte au développement d'une structure s'affranchissant, au nom de l'efficacité, de toutes les règles. C'est elle qui va devenir l'antagoniste, que ce soit dans les Missions Impossibles ou dans Captain America The Winter Soldier. La fin justifie les moyens, on le sait. Mais une question qu'il faut toujours qu'on se la pose, c'est qu'est-ce qui justifie la fin? Notons que si Paul Greengrass a réalisé 3 films sur les 5 que compte la saga Jason Bourne, la série est scénarisée dans sa totalité par Tony Gilroy, qu'on a vu aussi sur Rogue One et Andor. La barbouzerie un peu sale, c'est clairement son truc. Ces personnages sont amenés, en toute connaissance de cause, à s'arranger de la morale, parce que les objectifs sont plus élevés. Et donc, que nous raconte Andor, toute récente série Star Wars, et bonne surprise d'une licence qui en manque cruellement depuis quelque temps? Eh bien, comment des jeunes gens sont, lors d'un conflit, recrutés par des vieux messieurs pour faire les sales boulots. Vous allez me dire que dans Star Wars, ça n'a rien de nouveau. Souvenons-nous d'Obi-Wan qui ne file à Luke que la moitié des infos dont il a besoin, tel le Dumbledore moyen. Mais dans Andor, ça va nettement plus loin que ça. Comme dans les Bournes, le spectateur est invité à assister au contrôle des opérations, aux échanges de rapports et aux luttes internes déconnectées du terrain, ainsi qu'à un cloisonnement de l'information. Avec roublardise, Gilroy pose au départ le personnage de Didra Miro, officier de renseignement impérial, comme une espèce d'équivalent de Pam Landy, personnage du 3e Jason Bourne. Une femme naviguant dans un milieu pourri, victime de coups bas. Lorsqu'on voit Dedra sur le terrain, par contre, le rappel à l'ordre est redoutable pour le spectateur. Rouage d'une entreprise monstrueuse, elle s'avère monstrueuse elle aussi. Plus complexe peut-être est le personnage de Cyril Karn, flic provincial droit dans ses bottes, qui va se planter et être mis à pied, mais voudra aller au bout de son affaire malgré tout. Là aussi, il peut y avoir en cours de route une forme d'empathie de la part du spectateur. On est dans un cas de fonctionnaire lambda qui, par besoin d'ordre, est fatalement attiré par le fascisme, sans forcément être un monstre au départ. La série nous décortique donc des rouages, ceux de l'Empire, dont on voit tourner la machinerie répressive,
Et la série nous offre un discours sur la banalité du mal, avec des rouages pourtant conscients des défauts du système, dont ils peuvent pâtir parfois, mais qui finissent tous par rentrer dans le rang. Mais on voit aussi la mécanique de la rébellion, avec le recrutement de Cassian Andor, petit voyou qui va être au départ utilisé comme pion sacrifiable, comme chair à canon. Outre la mécanique du maintien de l'ordre impérial, on découvre aussi ses conséquences carcérales. Car l'Empire militarise le travail, et ceux qui auront étudié le fonctionnement des camps de Dora Mittelwerk reconnaîtront la référence historique. Mieux encore, on voit la façon dont même les victimes sont transformées en bourreaux par un jeu de dupes à base de carottes et de bâtons, électrifier le bâton. Autre référence à la Seconde Guerre mondiale, la façon dont les rebelles sont amenés à sacrifier certains des leurs pour ne pas griller leurs sources de renseignement, tout comme l'avait fait Churchill sacrifiant la ville de Coventry pour ne pas dévoiler le craquage de la machine Enigma. On voit également la manière dont l'Empire militarise le maintien de l'ordre, et là la référence est beaucoup plus actuelle. Mais est-il besoin de l'expliciter ici? Les autorités justifient leur méthode par la confusion savamment entretenue entre résistance et terrorisme. De fait, la frontière est toujours floue, et cette ambiguïté peut servir au pire dessein. Andor se situe pile poil sur ces zones grises, sur ces choix de méthode des rebelles, encore dispersés en factions hétéroclites, que des politiques veulent réunir pour en faire une force capable d'affronter l'Empire. Nous nous trouvons sur cette collision entre l'idéalisme de la volonté et le réalisme indispensable pour transformer celle-ci en acte décisif. On assiste également au moment où une minorité agissante parvient à mobiliser un peuple dont le ras-le-bol s'exprimera dans la rue. Car tel est aussi le constat, peut-être pessimiste, de la série. Un mouvement populaire doit être encadré pour être efficace. Ce n'est pas Lénine qui me contredira. Bourne et Andor nous renvoient à l'émergence des sociétés de contrôle, les nôtres, avec des moyens dont n'auraient osé rêver les totalitarismes du XXe siècle. Surtout, ces séries évoquent la difficulté d'y résister et le prix parfois exorbitant de cette résistance. Puissiez-vous y vivre des temps intéressants, tout ça. Allez, bonne soirée.